Bonjour à tous et merci de nous retrouver nombreux comme tous les dimanches. Le bouddhisme est multiple, composé de plusieurs écoles selon les pays où il s'est développé. Toutes ces traditions sont représentées en France et nous vous proposons aujourd'hui une émission sur les moyens de faire connaître cette diversité. Sur ce plateau, nous donnons chaque semaine, comme vous le savez, la parole à l'une des traditions bouddhistes, mais où se documenter plus profondément sur chacune de ces voies, dans quels médias trouver une synthèse sur leurs valeurs et leurs pratiques, et pourquoi finalement leur connaissance peut-elle nous aider? C'est à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui avec notre invité, Olivier Van Ghen. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez co-présidé l'Union bouddhiste de France, l'UBF, ces dernières années. Vous avez participé et contribué à développer actuellement l'UBF Découverte, qui vise à faire connaître justement le bouddhisme au grand public à travers des publications, des programmes, des rendez-vous culturels. Et puis j'ajoute que vous êtes moine de la tradition Zen Soto, abbé du monastère de Ryumanji, que vous avez fondé en Alsace il y a un petit peu plus de 20 ans. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors on va tenter de savoir pourquoi le bouddhisme est complexe. Est-ce que tout d'abord ça tient à son origine, à la fois géographique et puis son époque ancienne? Ça tient à beaucoup de facteurs, mais peut-être un des principaux, c'est que le bouddhisme est une religion non théiste et donc non monothéiste. Et donc, en général, en Occident, on associe beaucoup religion avec monothéisme, notamment. Et donc, c'est une appréciation totalement différente, une réalité totalement différente que ce à quoi on est habitué ici, en Europe notamment. Oui. En plus, il y a bien entendu toutes les barrières des langues et la complexité de ces langues, notamment par exemple les idéogrammes chinois. Quand il s'agit de traduire table, ça va, c'est à peu près c'est simple. Mais quand on parle de valeurs beaucoup plus complexes, beaucoup plus profondes, on voit bien qu'il est très difficile de trouver des traductions qui reproduisent vraiment la dimension spirituelle de certains idéogrammes et de certaines expériences spirituelles. C'est une religion qui nous vient d'Asie. L'Asie elle-même est faite de multiples facettes. Oui, vu d'Europe ou d'Occident, on a tendance à voir l'Asie ou les cultures asiatiques d'une façon assez homogène, comme s'il s'agissait d'une seule culture. En réalité, quand on regarde entre l'Inde, la Chine ou le Vietnam et le Japon, il y a au moins autant de différences ou de subtilités qu'entre le Danemark et le sud de l'Espagne, l'Andalousie. Voilà, c'est très très riche. Oui. Ce qui complique aussi un petit peu les choses pour nous, béotiens, par rapport au bouddhisme, c'est qu'il y a de multiples traditions et écoles. Voilà. Alors le bouddhisme, pour ne rien arranger, n'est pas non plus une religion dogmatique. Il n'y a pas de dogme dans le bouddhisme, il n'y a pas de texte sacré. Donc l'enseignement du Bouddha, au fur et à mesure des siècles, s'est installé, s'est implanté dans différentes cultures, différents pays, et a absorbé les cultures, les croyances notamment, en place. Et donc à chaque fois, ça a donné des expressions du bouddhisme très différentes les unes des autres. En plus, au fil des siècles, il y a eu évidemment une grande évolution par rapport au bouddhisme originel. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, depuis des siècles déjà, il y a des courants très différents qui sont le Theravada ou le Mahayana, le Vajrayana, tous ce qu'on appelle ces véhicules du Dharma, et qui chacun jouent ou correspondent, disons, à certaines évolutions de la pensée bouddhiste et de son acculturation aussi dans des sociétés, dans des époques différentes. Est-ce qu'on peut justement citer, vous les avez cités, mais savoir un petit peu à quel pays elles s'appliquent, ces grandes traditions? Le Theravada, c'est plutôt le sud-est asiatique, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, une partie, bien sûr, tout le sud de l'Inde, etc. Le Mahayana, c'est plus vers la Chine, le Japon, le Tibet, bien entendu, et la Corée. Voilà, il y a eu tout ce mouvement
au fil des siècles, le Vajrayana étant une branche très importante du Mahayana. Tout ça, yana voulant dire véhicule. Alors il y a un passage très important du Sutra du Lotus, qui est un des grands sutras bouddhistes, qui explique pourquoi il y a des véhicules ou des pratiques, des enseignements différents. C'est tout simplement parce que les êtres humains eux-mêmes sont différents et ils ont besoin d'enseignements appropriés à leur propre degré d'évolution spirituelle, notamment. Et donc, cette variété est extrêmement importante et permet à chacun à la fois de pratiquer et de réaliser l'enseignement du Bouddha. Alors c'est une variété assez étonnamment installée en France depuis plus d'une cinquantaine d'années. On trouve en France la plupart des traditions que vous avez citées. Ici, dans notre émission, vous le savez, nous donnons depuis 25 ans à peu près la parole à chacune de ces traditions en alternance. Mais est-ce qu'il y a d'autres médias qui font de même pour en savoir un petit peu plus et de façon plus approfondie ? Oui, il y a 5 ans maintenant, l'Union bouddhiste de France a notamment lancé un magazine qui s'appelle Sagesse bouddhiste, le MAG, et qui est un peu le pendant en magazine de l'émission Sagesse bouddhiste. C'est-à-dire que c'est un magazine qui présente à la fois toute la richesse des traditions, toute la richesse des enseignements bouddhistes, également les grands enseignants présents évidemment en France et en Europe, mais aussi les lieux de pratique qui sont extrêmement variés parce que, comme vous le rappelez, dans un même périmètre assez restreint, comme la région parisienne, ou l'Alsace, ou le Périgord, on retrouve la plupart des grandes traditions bouddhistes à quelques kilomètres les unes des autres. Alors dans ce magazine, on peut trouver effectivement de façon neutre et très précise des explications et notamment avoir accès à des termes qui sont entrés dans notre vocabulaire commun, par exemple karma ou par exemple zen, et qui permettent un petit peu d'en savoir plus, c'est ça ? Alors c'est vraiment, je crois, important de clarifier justement toute cette culture, notamment au niveau du vocabulaire. On voit bien avec le mot karma toutes les ambiguïtés qui sont apparues, tous les non-sens qui sont apparus à partir de ce mot, où on assimile ici karma à une espèce de destin ou de fatalité, de bonnes ou de mauvaises étoiles qu'on reçoit à la naissance ou des choses comme ça. Karma, ça n'a pas du tout ce sens au niveau du bouddhisme. Karma, c'est l'action, c'est l'intention qui anime nos actions. Donc c'est quelque chose d'extrêmement concret, c'est pas quelque chose qu'on reçoit comme ça et puis contre lequel on peut rien faire. Voilà. Zen, c'est pareil. Zen, on emploie ce mot à tort et à travers aujourd'hui. C'est une tradition de méditation avant tout. Ça n'a rien à voir avec un paysage ou une voiture ou que sais-je, un parfum. Voilà. Donc tout ça, c'est très important, je crois, de donner la possibilité au grand public, notamment, et même d'une façon plus large aux personnes qui s'intéressent au bouddhisme, que de retrouver les sens profonds de ces mots, de ces enseignements. Oui. De ces pratiques aussi, par exemple la méditation, qui est très à la mode aujourd'hui, qui est complètement dénaturée ou dépouillée de son origine bouddhiste, où trouver une explication qui remonte à ses origines et qui justement l'utilise aussi avec une notion bouddhiste. Voilà, ça se trouve vraiment dans les centres de pratique où on a la chance aujourd'hui en France d'avoir des centaines, voire des milliers de centres de pratique bouddhistes de toutes les traditions, comme vous le rappeliez. C'est une chance unique où on peut recevoir un enseignement, on va dire, authentique, c'est-à-dire que c'est transmis. Ce ne sont pas des choses qu'on invente. C'est pas des choses qu'on trouve sur Internet ou même dans un livre. En revanche, il y a des moyens, effectivement, de prendre connaissance de ces lieux de pratique, de savoir où ils se trouvent, etc. Et donc, votre émission y participe parfaitement. Une revue comme Sagesse bouddhiste, le MAG également, mais aussi à travers
toutes les conférences qu'organisent les différents centres de pratique, les enseignants. C'est très important. Oui, parce que les centres de pratique, il faut le rappeler, sont ouverts au public, y compris au public qui ne s'y connaît pas. Ah oui, à ma connaissance, on ne demande jamais une carte de bouddhiste à l'entrée d'un lieu de pratique. Voilà. Tout le monde est le bienvenu à partir du moment, bien entendu, où il vient pour respecter, pour pratiquer ce qu'on lui recommande de faire. Oui. Il y a aussi des découvertes très pratiques sur le terrain des centres bouddhistes, des voyages qui sont organisés à la rencontre des centres bouddhiques. Parce qu'on constate que dans une seule région, qui n'est pas très grande, comme par exemple l'Alsace, il y a 5 des principales traditions bouddhistes qui sont présentes, qui organisent beaucoup de choses chaque année ensemble, qui sont réunies au sein d'une même association et qui sont en rapport avec la région Alsace, avec la mairie de Strasbourg par exemple, et qui permettent à ces traditions de représenter la diversité de ces lieux et de ces traditions. Et donc, nous organisons effectivement un voyage qui permet en un week-end de visiter à la fois les lieux, mais aussi d'être en contact avec les enseignements et de faire des expériences des différentes pratiques de méditation. Est-ce qu'on peut en dire autant par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce qu'ils nous permettent une connaissance du bouddhisme? Sans aucun doute, il y a énormément de choses qui passent par les réseaux sociaux aujourd'hui, et aussi d'ailleurs le fait d'avoir pu se réunir pendant toute la pandémie, de rester en contact les uns avec les autres. Je crois que ça a été extrêmement précieux et important pour les personnes qui étaient en confinement notamment. Et donc, les réseaux sociaux participent de cette meilleure connaissance des valeurs du bouddhisme et des pratiques du bouddhisme. Pour conclure, Olivier Wangen, pourquoi a-t-on intérêt à découvrir comme ça le bouddhisme, mais aussi finalement les autres religions ? D'une façon générale, je crois, on a tous conscience qu'on vit dans des sociétés de plus en plus multiculturelles, mais aussi multicultuelles. Et qu'une meilleure connaissance des pratiques religieuses ou spirituelles des autres, c'est un moyen extraordinaire d'approcher l'intimité des personnes, c'est-à-dire pas seulement leur apparence, mais de les connaître au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire au fond de leurs valeurs, de ce qu'ils mettent en pratique au quotidien. Et on sait bien qu'une religion comme le bouddhisme est avant tout une religion de pratique. C'est mettre en pratique des enseignements ou des grands principes de vivre ensemble, de paix, d'harmonie, de générosité, de sagesse. Voilà, donc c'est très très important et précieux de mieux comprendre ce que fait l'autre. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Olivier Wangen d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Pour terminer, voici quelques ouvrages pour prolonger cette émission. Le manuel de bouddhisme, philosophie, pratique et histoire en 3 tomes de Philippe Cornu avec la collaboration de Louise Bressolette, édition Rankdröll. Sagesse bouddhiste, le MAG, c'est donc la revue trimestrielle de l'Union bouddhiste de France qui développe à chaque numéro un thème central sur le bouddhisme. On trouvera aussi dans ce magazine l'actualité de tous les centres bouddhistes de France. Voilà, notre émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver durant 1 mois en replay sur France TV. Nous vous souhaitons à tous un très heureux dimanche et une bonne semaine. Merci.